Aujourd'hui, le thème de la Minute Verte d'aujourd'hui, c'est le chauffage, c'est de saison. Donc, d'après l'ADEME, on sait que 50% de la consommation d'énergie dans les bureaux est liée au chauffage. Et en ce qui concerne l'IRD à Montpellier plus particulièrement, les mesures qui ont été faites montrent que c'est 30% de la consommation d'énergie qui est liée au chauffage. Donc, on sait aussi que notre bâtiment, malheureusement, n'est pas très bien isolé. Et des calculs ont été faits, enfin, des estimations ont été faites par le service patrimoine. Il faudrait 2 millions d'euros pour faire une rénovation énergétique efficace. Donc, c'est à peu près le montant d'un ERC pour avoir un point de comparaison avec nos activités de recherche. Donc, quelques astuces pour essayer de limiter la consommation d'énergie liée au chauffage. On n'a pas besoin de surchauffer. Quelquefois, les gens mettent une consigne à 25 degrés en hiver et une clim à 18 degrés en été. Donc, ce n'est pas très logique. On sait que chaque degré économisé va sauver 7% sur la facture énergétique. Donc, à chacun d'être prudent. Et la recommandation pour une pièce de vie, elle est de 19 degrés en fait. Donc, en ces temps de Covid, on nous recommande d'aérer souvent les bureaux. Par contre, si votre chauffage est allumé, c'est bien de penser à l'éteindre avant d'ouvrir pour aérer. De la même façon, si on aère les toilettes, il faut aussi penser à refermer la fenêtre parce que souvent, il y a une personne qui ouvre qui ne pense pas à refermer, ça reste ouvert toute la journée. C'est un peu dommage. Nos bureaux sont malheureusement un peu étroits et surpeuplés. Donc, c'est un peu difficile, mais dans la mesure du possible, il faudrait que l'espace devant un chauffage radiateur soit ouvert pour avoir un bon rendement énergétique. Lorsque la porte de son bureau donne sur un couloir ou bien un hall, c'est-à-dire un espace qui est peu ou pas chauffé du tout, si le chauffage dans le bureau est allumé, alors il vaut mieux fermer la porte. Lorsqu'on part le soir, plutôt que d'éteindre le chauffage complètement, il est préférable de diminuer un petit peu la température du radiateur, ce qui permet d'économiser plus d'énergie que si on l'éteignait complètement. Et dernier petit conseil, lorsqu'on quitte le labo, lorsqu'il fait trop chaud dans le labo, ce qui arrive parfois, il ne faut pas du tout allumer la clim pour tempérer le chauffage. Ça peut paraître un peu idiot ce que je dis, mais ce sont des choses qui ont été vues dans le laboratoire. S'il fait trop chaud, il faut simplement contacter le responsable de salle qui va faire le nécessaire. Donc, toutes ces petites astuces relèvent du simple bon sens qu'on applique souvent assez facilement, assez spontanément à la maison, mais qu'on applique beaucoup moins au laboratoire. Pourquoi? Peut-être parce qu'on pense que ça relève du collectif, qu'on n'est pas concerné, ou bien que les petits gestes individuels, finalement, n'auront pas d'impact à l'échelle de l'Institut. Mais c'est faux, chaque effort fait à l'échelle individuelle, ajouté à ceux des autres, peut avoir un gros impact global. On ne peut pas demander à l'IRD d'engager 2 millions d'euros de rénovation si on ne fait pas chacun de petits efforts à notre échelle, parce que cette somme-là, elle pourrait aussi être engagée sur des projets scientifiques. D'autre part, le collectif n'a pas toujours de solution immédiate à proposer ou à mettre en œuvre rapidement. Donc, le plus important, finalement, c'est peut-être d'exercer son libre arbitre à l'échelle individuelle pour essayer déjà d'être en cohérence avec soi-même. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon séminaire. Merci Cécile pour ces bonnes petites pratiques qui sauvent la vie du laboratoire et de l'environnement. OK, actuellement, nous allons passer la parole à Denise Bouguet. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Bravo pour cette minute. Ça donne des idées pour faire la même chose au labo. Donc, je vais vous parler de Peer Community. Je pense que pas mal d'entre vous en ont entendu parler, plus pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, de vous indiquer ce qu'il en est, de rappeler éventuellement comment ça fonctionne et surtout les récentes évolutions de Peer Community. Donc, c'est un projet qu'on a fondé il y a maintenant 5 ans avec Thomas Guimau, Benoît Facon, on est tous à l'INRAE, Marjolaine Hamelin, donc une ingénieure qui nous a rejoint sur le projet. Et en un seul mot, donc PCI, c'est un processus de recommandation gratuit de préprint basé sur les peer reviews. Alors, on a fondé PCI parce qu'on considère que le système de publication actuel rencontre plusieurs problèmes. Un premier, c'est une qualité des études qui sont publiées
avec un biais de publication vers les études, vers les résultats positifs. On sait combien c'est difficile de publier des résultats négatifs. Un autre point également, c'est qu'on a tendance à faire du storytelling dans pas mal d'articles, avec notamment du harking, qui est du hypothesis stated after results are known, ce qui n'est pas bon pour la recherche. Et puis, dans pas mal de cas, vous le voyez dans les articles, les méthodes ne sont pas toujours claires, ne sont pas toujours disponibles, et les données également ne sont pas toujours disponibles. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a une estimation faite donc de 20 à 60% des études qui ne sont pas reproductibles. Également, c'est un système qui est relativement inefficace quand on y réfléchit, c'est qu'on envoie classiquement des articles à des journaux, il y a tout le processus d'évaluation, ça peut déboucher vers un rejet, c'est-à-dire une resoumission derrière à un autre article. Et donc, pendant tout ce processus-là, l'article n'est pas disponible pour les lecteurs, et il faut souvent plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un article soit disponible dans la littérature. Et durant ce processus-là, c'est une sorte de boîte noire lors de l'évaluation, puisque la plupart des reviews ne sont pas disponibles, elles ne sont pas publiées, les décisions éditoriales non plus, les éditeurs ne sont pas toujours connus, et les conflits d'intérêts ne sont pas toujours donnés également. Également, une problématique dans le système, c'est que le système de publication est relativement fermé, avec moins de 50% des publications qui sont en accès ouvert. On a les chiffres ici, par exemple, en 2017 en France, et c'était 60% des publications qui sont derrière des paywalls, donc payables. Il fallait payer pour y accéder. Et les chiffres, la même année, au niveau mondial, étaient à peu près similaires, avec moins de 50% des articles disponibles en accès libre. C'est également un système qui est à la limite un peu de son système, c'est-à-dire qu'il est basé évidemment sur le processus de review. Et vous avez là un graphe qui montre l'évolution du nombre de reviewers invités par an, 2013-2014 jusqu'à 2017. Il augmente année après année. Alors, une des raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de manuscrits soumis à des journaux, mais une des raisons, c'est qu'il y a également une diminution du nombre d'acceptations d'invitations à référer des papiers. On en connaît la raison. Une des raisons, c'est un manque de visibilité des reviews qui sont faites, un manque de reconnaissance également. La conséquence de ça, c'est que seulement 20% des scientifiques font pratiquement l'ensemble des peer reviews. Et puis, c'est une des raisons qui nous a motivés à fonder PCI, peut-être une des premières raisons, c'est le fait que le système est extrêmement coûteux pour nos institutions. En France, c'est un marché à 150 millions par an, au niveau européen à 3 milliards et au niveau mondial 10 milliards par an, pour une estimation de 3 millions d'articles publiés par an, et ce qui revient donc à un coût moyen de 3 000 € par article. Alors, c'est non seulement beaucoup d'argent, mais surtout ce qui nous on va dire, scandalise le plus dans ce système, c'est le fait que ces éditeurs privés font des marges bénéficiaires absolument invraisemblables. Vous avez ici les éditeurs privés que vous connaissez bien, Elsevier, Springer Nature, Wiley. Et si on prend le plus gros d'entre eux, Elsevier, on a en 2019 une marge bénéficiaire de pratiquement 40%. Et sur l'ensemble des 5 plus gros publishers, des 5 éditeurs privés, on arrive à une marge de 38%. Et on peut comparer ça à d'autres compagnies telles que Walmart, Toyota, Exxon, ou encore même les GAFA, mais on n'a pas des marges, pourtant des marges bien considérables, mais pas des marges aussi grandes. Et une des raisons pour lesquelles ils se font autant d'argent, c'est qu'on paye d'une certaine manière 2 fois, notamment dans les journaux hybrides. On paye une première fois avec, enfin, nos institutions payent, avec l'abonnement par les bibliothèques à ces revues-là, ce qui nous permet d'avoir accès au PDF. Et puis, si on veut, nous, publier dans ces journaux-là nos articles en accès libre, on doit payer les fameux APC, les Article Processing Charge. Vous connaissez les prix, 2 000, 3 000, voire 5 000 €, voire maintenant 10 000 € dans Nature. Et puis, d'une certaine manière, on paye même 3 fois, puisqu'on est payé par nos institutions de recherche, et sur nos temps, de manière bénévole, mais pas bénévole, on est payé pour ça, mais voilà, on n'est pas rémunéré par ces éditeurs privés, on évalue, on édite, on proofread, on formate nos articles. Alors, un des moyens de sortir de là, c'est l'utilisation de préprints. Les préprints sont plutôt bien puisqu'ils sont à un coût extrêmement faible, ils sont gratuits pour les auteurs et pour les lecteurs. Ça donne donc la recherche, les études disponibles immédiatement. C'est une forme d'archive, une preuve d'antériorité, et puis ils sont bien répertoriés dans les bases de données. Mais on l'a vu pendant la crise du Covid-19, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation, donc pas de peer review de ces préprints, et donc tout peut être trouvé, et on l'a vu là, donc, pendant la crise du Covid-19, on peut trouver des préprints de vraiment mauvaise qualité dans les serveurs de préprint.
Et donc, ce dont on a besoin, c'est une évaluation des préprints, et c'est ce que l'on peut faire notamment donc, avec le projet de peer community. Alors, le but de PCI, très précisément, c'est de créer des communautés de chercheurs qui vont assurer les évaluations via du peer review et qui vont recommander des préprints dans leur champ disciplinaire. Alors, dans nos domaines en biologie, les bioarchives s'est imposé comme le serveur de préprint le plus utilisé, mais historiquement, il y a Archive. On peut déposer dans Zenodo. Dans notre système français, on peut déposer dans HAL. Puis, il y a encore d'autres serveurs de préprint, tels que OSF Préprint. Et puis, donc, avec Thomas, avec Benoît, on est biologiste en évolution. Et donc, on a commencé par PCI Evolutionary Biology, ensuite écologie, paléontologie, et je vous ferai un point sur les différentes PCI déjà fondées. Alors, comment PCI fonctionne? Finalement, c'est assez proche d'un fonctionnement de journal, sauf qu'au tout départ, si les gens veulent soumettre à PCI, on leur demande de déposer donc leur préprint dans un serveur de préprint ou une archive ouverte. On les oblige également à déposer leurs données, leurs scripts et leurs scripts d'analyse et les codes dans une archive ouverte également, pour que tout soit disponible. Une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent aller donc sur le site de PCI. Si c'est par exemple un manuscrit en biologie évolutive, ils vont aller sur le site de PCI Evolutionary Biology. Et là, ils vont indiquer dans un formulaire de soumission le lien vers le préprint, le résumé, les auteurs, et puis ils vont suggérer des recommandeurs. Alors, les recommandeurs à PCI, c'est l'équivalent des éditeurs associés dans des journaux classiques. J'ai vu par exemple qu'il y avait Thierry Lefebvre, je crois qu'il est là, et Thierry est recommandeur à PCI Zoologie, entre autres. Et donc, les auteurs qui soumettent vont suggérer ces recommandeurs, et après validation par le Managing Board, les recommandeurs qui sont suggérés vont recevoir un mail d'alerte leur indiquant la soumission, leur indiquant le lien donc, vers le préprint, et donc s'ils sont intéressés, ils peuvent se saisir du papier. Alors, il arrive qu'aucun des recommandeurs soit intéressé par le papier. Dans ces cas-là, le papier n'est pas considéré par PCI et les auteurs peuvent le soumettre ailleurs, comme dans un journal. Mais si un des recommandeurs est intéressé, donc ou une des recommandeuses intéressée, ça peut être Thierry, Thierry lève la main et prend le papier. Dans ces cas-là, il va organiser l'évaluation de l'article en invitant des reviewers à référer le papier. Et sur la base d'au moins 2 reviews, il va prendre une décision éditoriale. Cette décision va être de rejeter le papier, de demander donc aux auteurs une révision du papier pour tenir compte des remarques des référés, de ses propres remarques. Et donc, il peut y avoir comme ça plusieurs rounds de peer review, donc avec des versions 1, version 2, comme dans un journal. Et à la fin, donc, soit le papier sera rejeté, soit il y aura acceptation du papier. En cas d'acceptation, il va se passer 2 choses. On va demander aux auteurs de déposer une version finale de leur préprint dans le serveur de préprint. Et puis le recommandeur, donc, en l'occurrence, ça serait Thierry, on va lui demander de rédiger un texte de recommandation qui est l'équivalent d'un use and view, où il va expliquer le contexte de l'article, les qualités de l'article, éventuellement ses limites. Et c'est ce texte de recommandation, ainsi que toutes les reviews et tout le processus éditorial que l'on va publier sur le site de PCI. Donc là, ce que vous voyez, c'est un article recommandé par PCI Evolutionary Biology. On donne aux auteurs un format type donc ils peuvent utiliser pour formater leur article. Et puis, vous voyez là la recommandation donc dans PCI Evolve. Donc, c'est bien la recommandation à un titre. Vous voyez les 2 co-recommandeurs, qui peuvent être plusieurs, basés sur 3 reviews qui sont dans le cas présent anonyme, sachant que les reviewers peuvent décider de signer leur review. Dans tous les cas, elles sont publiées. Et puis, le début de la recommandation. Et le tout est publié en open access, en open data, en open code et en open peer review. Et donc, un article recommandé par PCI peut être considéré comme un article valide, final, et donc il peut être trouvé et cité dans la littérature. Alors, en utilisant PCI, ça permet d'économiser de l'argent de nos institutions. On a fait une estimation du coût d'un article recommandé par PCI, c'est de l'ordre de 150 €. Alors, on ne demande rien aux auteurs, rien aux lecteurs. Les coûts sont couverts par PCI via les soutiens que l'on reçoit des différentes institutions et universités. Mais on peut comparer donc ces 150 € aux 3 000 € en moyenne que coûte la publication d'un article. Alors, en utilisant PCI, vous rendez également vos résultats accessibles directement, puisqu'on on oblige les auteurs à utiliser des préprints. Ça donne une transparence sur les données, les méthodes, les scripts d'analyse, donc les codes, les idées, les hypothèses, et ainsi qu'une transparence sur les évaluations. Et classiquement, l'éditorial policy d'un journal, dans notre cas, il est remplacé par un texte de recommandation.
Un point important également, c'est qu'on limite les conflits d'intérêts, puisqu'on interdit les conflits d'intérêts financiers. On ne demande pas de les déclarer, on les interdit entre donc, les auteurs et le contenu du papier. Et donc, on interdit également, évidemment, ça comme dans les journaux, les conflits d'intérêts entre les référés et les recommandeurs d'une part, et les auteurs et le contenu du papier d'autre part. Donc, PCI, c'est un moyen de casser donc, le business des grands publishers. Alors, le problème que l'on a, donc ça, c'est un problème que l'on a de manière récurrente, c'est que les préprints, les serveurs de préprint et les engins de recherche n'indiquent pas que les préprints sont recommandés par PCI, et on a également un problème d'indexation des papiers recommandés par PCI dans les grandes databases telles que Logos, Medline, etc. Et donc, clairement, on a le retour maintenant depuis 5 ans, c'est que les préprints recommandés par PCI manquent de visibilité. De plus, PCI, même si en France, ça va plutôt bien d'un point de vue, voilà, aussi bien de pas mal d'instituts, l'IRD, l'INRAE, le CNRS, il y a une prise en compte progressive des comités d'évaluation, des articles recommandés par PCI, mais dans pas mal, notamment à l'étranger, énormément de comités d'évaluation sont plutôt conservateurs et ne préfèrent pas changer leurs critères d'évaluation et ne prennent pas en compte les papiers recommandés par PCI. De telle sorte que énormément de chercheurs ont encore besoin d'une réelle publication dans les journaux. C'est ce qui nous a conduit donc à bouger dans le système. C'est-à-dire que les gens peuvent en rester, donc un préprint recommandé par PCI, mais maintenant, ils vont pouvoir, là, d'ici quelques jours, on va ouvrir, publier directement leur article dans Peer Community Journal, qui sera donc un journal en Diamond Open Access. J'y viendrai un peu plus dans le détail plus après. Mais ils peuvent également décider de publier leur article dans des PCI Friendly Journals. Alors, c'était déjà le cas avant, mais vous allez voir, on a renforcé donc, le lien avec ces PCI Friendly Journals. Ou également, de toute façon, le soumettre à n'importe quel autre journal, puisqu'encore une fois, ce préprint recommandé par PCI reste un préprint et peut être publié. Alors, je l'ai dit, on a renforcé nos liens avec les PCI Friendly Journals dans le sens où on les a obligés à se déclarer en termes de qu'est-ce qu'ils font s'ils reçoivent un papier recommandé par PCI. Et on a 3 catégories de PCI Friendly Journals. On a une première catégorie qui déclare accepter donc, tous les papiers recommandés par PCI sans les envoyer en peer review. On a une deuxième catégorie de journal dans lequel il y a Ecology Letters, JEB, Evolution Letter, Evolution of Cost plus Biology et d'autres. Donc, ils vont donner une réponse rapide, en moins de 5 jours, sur une pre-submission inquiry. Et cette réponse va être qu'ils acceptent le papier sans l'envoyer en peer review, ou au contraire que s'ils prennent le papier en charge, ils vont faire des reviews complémentaires, ou, troisième réponse possible, qu'ils ne sont pas intéressés. Et puis, on a une troisième catégorie de PCI Friendly Journals, tels que eLife, qui déclarent être intéressés par les évaluations de PCI, mais ne s'engagent pas à donner une réponse particulièrement rapide. Et puis, comme je vous l'ai dit, les auteurs de préprint recommandés par PCI peuvent publier, donc dans les jours qui viennent maintenant, directement leur papier, tel que, évidemment, on ne va pas le remettre en review, le travail est déjà fait, donc le papier dans ce journal. Donc c'est un Diamond Open Access, c'est-à-dire qu'il sera gratuit pour les auteurs et sans APC, et donc le tout est publié en Open Access, donc c'est également gratuit pour les lecteurs. Et donc on avait déjà pas mal de papiers recommandés par PCI qui n'étaient pas encore publiés dans des journaux. On s'est tourné vers les auteurs, et donc on a 80 auteurs, un groupe d'auteurs, on va dire, qui ont décidé de publier leur papier recommandé par PCI dans Peer Community Journal dès l'ouverture. Donc voilà, dans les semaines à venir, on va avoir tout un lot de papier qui va être directement publié dans Peer Community Journal. Donc si je résume, une fois le papier recommandé, les gens peuvent encore une fois en rester là, et peut-être qu'à l'avenir, on pourra se limiter à un papier recommandé dans un serveur de préprint ou une archive ouverte, parce qu'on pense que ça peut être suffisant. Dans un premier temps, les auteurs peuvent choisir soit de le publier directement dans Peer Community Journal ou dans les PCI Friendly Journals. Et le point qu'on voit de positif également, c'est le fait qu'avec ces réponses rapides de pas mal de journaux, en cas de réponse insatisfaisante, par exemple, si un PCI Friendly Journal vous dit « moi, si je le prends, je le mets en peer review », vous pouvez décider de finalement ne pas le soumettre, de le publier directement dans Peer Community Journal ou d'essayer un autre PCI Friendly Journal. Et vous pouvez faire comme ça plusieurs loops jusqu'à ce que vous ayez satisfaction de publier votre article là où vous le souhaitez. Donc avec ce système-là, pour les auteurs, c'est plutôt favorable puisqu'ils peuvent savoir en quelques jours si un ou plusieurs PCI Friendly Journals sont intéressés par leur article.
et donc ne demanderont pas de peer review. Ou sinon, au contraire, s'ils le demanderont, ils gardent le choix de savoir ce qu'ils veulent faire. Et puis, dans tous les cas, ils auront 100% de chance de publier rapidement en utilisant Peer Community Journal. Donc ça, c'était pour voilà, Peer Community Journal dans son mode de fonctionnement et sur les débouchés possibles. Maintenant, juste un point sur où on en est du projet. On en est à 14 PCI thématiques, je vous donnerai le détail après. Puis vous voyez les chiffres, on est maintenant à peu près à 500 articles soumis, un peu plus de 200 recommandés. Un grand nombre de recommandeurs sur l'ensemble des PCI, on approche maintenant les 2000 recommandeurs. Et puis, on est à 88 PCI Friendly Journals, c'est plus d'une centaine d'organisations qui nous soutiennent, dont le CNRS, l'IRD, l'INRAE, etc. Voici le point sur les 14 PCI actuels. Comme je vous l'ai dit, on a commencé en 2017 par PCI Evolutionary Biology, suivi par écologie et paléontologie l'année d'après. Animal Science et zoologie, qui vous intéresse aussi, j'imagine, en 2019. En 2020, PCI Mathematical and Computational Biology, qui peut vous intéresser évidemment, Genomics. Vous voyez les différentes PCI. Et en 2021, donc cette année, on a ouvert 3 autres PCI, et notamment PCI Infections. Et je sais qu'il y a pas mal de gens au MIVEGEC qui sont impliqués dans cette PCI. Donc, on a reçu pas mal de soutiens jusqu'à présent, des soutiens de sociétés savantes. Vous reconnaissez par exemple les EB et la SSE, la SFE2 également, et voilà, pas mal d'autres organisations. Pas mal en écologie et biologie évolutive, puisque c'est les deux, on va dire, les plus historiques de PCI. Et puis un grand nombre de soutiens institutionnels ici, vous les reconnaissez avec l'IRD en ce qui vous concerne, et le CNRS qui nous soutiennent activement. Et donc, pas mal la plupart sont français, c'était plus facile, on a les contacts, mais progressivement des universités étrangères, notamment en Belge, et puis des Max Planck Institut, et puis également des bibliothèques qui nous soutiennent, telles que la Royal Danish Library, et puis pas mal de labs, vous connaissez. On a également reçu un soutien du Fonds national pour la science ouverte, qui nous aide pas mal, et PCI a reçu le prix d'innovation des groupements des bibliothèques à l'échelle européenne. Et puis, on est également impliqué dans un projet Notify avec la Confédération des Open Access Repository. Et avec ça, on a un partenariat avec HAL pour mettre en place donc, une interopérabilité entre HAL d'une part et PCI. Voilà, donc si PCI vous intéresse, je sais qu'il y en a déjà qui participent, il y en a déjà qui ont soumis, je sais parmi vous. Mais voilà, continuez ou commencez à soumettre vos articles à PCI, évidemment à en parler autour de vous, à nous donner des contacts, si vous pouvez, pour d'autres soutiens encore, des reconnaissances. Alors, je pense que dans les thématiques couvertes par MIVEGEC, pas sur les côtés médecine, mais ça pourrait être, mais il y a déjà pas mal de thématiques couvertes par les PCI existantes. Il pourrait y en avoir d'autres, et donc il y a une possibilité de fonder de nouvelles PCI. Et puis, vous pouvez vous enregistrer sur les sites de PCI pour devenir des référés, et vous pouvez solliciter les PCI pour devenir un recommandeur si ce n'est pas déjà le cas, et si vous avez assez d'expérience dans le monde de l'édition, on va dire. Merci beaucoup pour votre attention et prêt à répondre à toutes vos questions. Ok, merci Denis pour ces informations. Là, dans le chat, je vois que là, nous avons eu une question. Est-ce que les reviews faits dans le cadre de PCI sont publics ou restent-ils anonymes et non publiés? Alors, elles sont publiées dans le cadre d'une recommandation. Si vous allez sur les différents sites de PCI, vous allez voir les recommandations, et sous la recommandation, il y a tout le processus éditorial avec les reviews. Les reviews peuvent être signées ou rester anonymes. Donc, on laisse le choix au référé. Pour le recommandeur, non. Le nom du recommandeur est toujours là, mais le nom donc, des référés sont anonymes ou pas. On leur laisse le choix. On sait qu'il y a un avantage et un désavantage à être anonyme ou à signer. En revanche, en cas de rejet de l'article, puisque l'évaluation peut déboucher sur le rejet de l'article, dans ce cas-là, les reviews sont transmises aux auteurs, mais ne sont pas publiées, et ne sont pas non plus publiées sur les sites des préprints. L'idée, c'est de mettre un flag négatif sur des préprints. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Ok, Thierry. Oui, bonjour à tous, bonjour Denis. Bonjour Thierry. Oui, très bien. Super. Oui, je voulais partager un petit peu quelques anecdotes que j'ai eues avec PCI. Donc effectivement, en tant que recommandeur, c'était super expérience. Après, en tant qu'auteur, j'ai soumis en tout début un Journal of Evolutionary Biology de fin 2017, début 2018.
un article dont les résultats, on était très fiers. C'était quelque chose qu'on aimait beaucoup. C'était, je pense, un des papiers qu'on a fait que je préfère. Et on s'est dit, tiens, on va partir sur PCI parce qu'effectivement, je trouve le système vertueux. Mais on a eu, comme tu le soulèves, quelques problèmes. C'était les obstacles que tu as mentionnés. Et donc, moi, je vous félicite pour la création de ce journal. Parce que donc ça fait à peu près 3 ans. Il est très peu cité, cet article, parce qu'il est toujours hébergé. Donc, on a vraiment décidé avec les autres co-auteurs de jouer le jeu et de ne pas aller le soumettre à un autre journal. Donc tu fais partie des 80 auteurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je ne les ai pas tous en tête. Ouais, ça va être publié dans le nouveau journal Peer Community In. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est il y a 2 choses. La première, c'est que j'ai eu beaucoup de mes collègues, et notamment anglo-saxons, qui me contactaient, qui avaient vu ce papier sur bioRxiv, parce qu'il était hébergé sur bioRxiv, donc seulement accessible sur bioRxiv, et qui me disaient, mais quand est-ce que ton papier sera publié dans un journal? On aimerait bien le citer, mais en l'état, moi, je me refuse de citer un article qui n'est pas peer-reviewed. Je leur expliquais, mais non, si, il est peer-reviewed, il y a une recommandation, allez voir. Ils ne comprenaient pas très bien, ils ne comprenaient pas très bien le système. Et ce qui fait que, niveau visibilité, effectivement, ce n'était pas terrible. Je suis d'accord, Thierry. Et le deuxième gros obstacle, c'est il y a pas mal de papiers où moi, j'ai bien envie de soumettre à PCI, mais il y a des conflits au sein de l'équipe de co-auteurs. Encore une fois, alors, il y a deux niveaux. Le premier, c'est avec les jeunes, donc les thésards, mais plutôt les postdocs qui commencent à avoir une connaissance assez fine du système, etc., et qui se disent qu'eux, s'ils veulent être recrutés, il faut plutôt les taper dans les gros journaux historiques à fort impact, etc. Et moi, j'ai beaucoup de mal à les convaincre de dire non, ce serait bien, tu vas voir, c'est reconnu aujourd'hui. Certes, c'est reconnu au niveau national, mais encore une fois, à l'échelle internationale, pas tellement. Et alors, quand j'ai des papiers en collaboration avec des équipes américaines, anglaises, etc., quand je leur dis bon, on soumet ça à PCI, ils me disent non, mais t'es fou, on va partir sur PostGIOL, sur PNAS, etc. Ouais. Et donc, il y a une grosse différence. Et je comprends aussi leur argument. Ils me disent qu'eux, ils sont jugés sur la qualité des articles qu'ils publient. La plupart des collègues anglo-saxons, notamment américains que j'ai, ils sont encore en tenure track. Donc, ils cherchent à avoir une position. Ils n'ont pas la sécurité d'emploi que moi, je peux avoir au CNRS, etc. Et donc, ils veulent, entre guillemets, leur réponse, c'est non, on ne veut pas sous-publier nos travaux, nos résultats. Et donc, je pense vraiment qu'il y a un énorme travail à faire à changer de paradigme, en fait. Et il y a un vrai cercle vicieux sur toujours aller chercher le journal à impact facteur fort qui permettra de monter dans la hiérarchie, de passer les grades, etc. Donc, je voulais avoir un petit peu ton avis. Thierry, super. Ouais. Merci pour ce retour. Mais on connaît bien les blocages, on va discuter avec plein d'entre vous. Je pense que, tu vois, l'idée d'en rester un préprint recommandé par PCI ou des équivalents à l'avenir, j'ai dans l'espoir que, voilà, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera suffisant, mais clairement, à l'heure actuelle, dans le système, c'est compliqué. Après, pour répondre à ta question, c'est les gens peuvent continuer à se tourner vers PCI, y compris s'ils ne veulent pas publier dans Peer Community Journal, qui, dans un premier temps, voilà, ça va demander quelques mois, voire un an, un peu plus, pour être bien référencé. Et donc là, il sera peut-être suffisamment attractif à ce moment-là pour ceux qui sont dans un système purement d'évaluation lié aux impact factors. Entre-temps, c'est bien l'idée qu'on a eue avec PCI, c'est ce lien avec les PCI Friendly Journals. Et on pense qu'il y a un avantage, y compris pour ceux qui veulent publier dans ces journaux-là, à passer par PCI avec cette espèce de loop que j'ai expliqué. Et c'est là où avant on était insatisfait l'année dernière, où on avait des PCI Friendly Journals qui se déclaraient PCI Friendly Journals, mais qui donnaient pas de réponse rapide, qui mettaient en review de manière sauvage. Et la façon dont on a procédé, c'est qu'en gros, c'est de les obliger, pour la plupart, et ils jouent le jeu, de donner une réponse éditoriale très rapide sur la base de l'évaluation PCI. Et ça permet donc, en cas, tu vois, si quelqu'un vise une évolution, par exemple, et s'ils ont un résultat négatif, ils ne sont pas obligés de repasser par une soumission à un processus de review. Ils peuvent se tourner directement vers un autre journal. Donc ça, c'est une possibilité. Super. Ouais. Merci. Et après, ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, avec les 80 papiers qui viennent, que ça fasse effet, tu vois, qu'il y ait un effet boule de neige sur l'utilisation. Le journal sera, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un journal généraliste. Il y aura une section par PCI. Donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle PCI, il y aura une nouvelle section. Donc, ça permet d'avoir un bon volume
devrait permettre d'avoir un bon volume d'articles. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais rebondir, c'est qu'il faut atteindre un seuil au-delà duquel les gens reconnaîtront et commenceront à y aller. Quand on aura dépassé ce seuil-là, après, ça va tourner de lui-même, je pense. Après, une remarque également, c'est que le fait que le système change pas mal, et notamment en France, c'est vrai au CNRS, c'est vrai voilà, dans pas mal d'instituts également, sur le fait que dans les concours de recrutement et puis dans l'évaluation, il va y avoir une évaluation de plus en plus qualitative. On va demander aux évaluateurs de se concentrer sur 5 réalisations, voilà, de les lire profondément. Et dans ce cadre-là, avoir un papier recommandé par PCI avec tout le processus éditorial, avec une recommandation, on pense que ça peut vraiment avoir une plus-value en termes de dossier d'évaluation et une meilleure reconnaissance. Absolument, absolument. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la qualité des reviews que j'ai obtenues en soumettant à PCI est largement supérieure à la qualité des reviews généralement en moyenne que j'ai d'autres journaux, parce que je pense que la simple raison, c'est que les reviews sont publiées. Donc, et puis aussi, comme c'est beaucoup de bouche à oreille et c'est un réseau de connaissances, je pense qu'en moyenne, les qualités des revues dans PCI sont supérieures à celles des autres journaux. Merci Thierry. Ok, merci. Nous avons une autre question dans le chat, à savoir, est-ce que le journal PCI sera référencié? La réponse est oui. On fera tout pour le référencer le plus rapidement possible. L'idée, c'est qu'il soit référencé dans toutes les grandes bases de données, Duos, Scopus, Google Scholar évidemment, et tout le reste. Donc, je ne vous ai pas donné de détails, mais Peer Community Journal, il va être abrité par le centre Mersenne, qui est donc une plateforme à la fois CNRS et l'Université de Grenoble, spécialisée en maths, mais qui est d'accord pour accueillir ce journal généraliste. Et donc, ils ont tout le savoir-faire pour le référencement et on s'appuiera sur eux pour le référencer au plus vite. Et ça prend quelques mois, voire une année, voire un peu plus, parce qu'il faut montrer qu'on publie fréquemment assez de papier pour que ces grandes bases de données acceptent de référencer un nouveau journal. Une autre question. Oui. Est-ce que les articles aussi jugés sur leur impact potentiel ou sont jugés sur leur impact potentiel ou seulement sur leur qualité scientifique? Oui, je vois. C'est une question qu'on nous répond souvent. On nous dit, finalement, PCI, est-ce que c'est du PLOS ONE ou du Scientific Report? On regarde uniquement la robustesse scientifique, mais pas plus. La réponse est non. La raison, c'est qu'on a des recommandeurs et ils se saisissent d'un papier qu'à partir du moment où ils sont intéressés par le papier. C'est l'objet du texte de recommandation que l'on demande à la fin, où le recommandeur ou la recommandeuse doit expliquer les raisons pour lesquelles elle recommande le papier. Si Thierry prend un papier, il va devoir expliquer à la communauté pourquoi il le recommande. Donc l'idée, ce n'est pas de recommander tous les papiers, y compris s'ils sont robustes, mais des choses qui sont intéressantes. L'avantage, c'est que les communautés, si on prend Evolbiol, c'est 400 recommandeurs, c'est qu'il y a une grande diversité de recommandeurs et que donc ça permet une diversité des gens qui ne sont pas intéressés, des recommandeurs qui ne sont pas intéressés par un article qui peut être intéressant pour d'autres recommandeurs. Ça donne une plus grande diversité. Une autre question. À votre avis, quel est l'intérêt de ces revues à être PCI friendly? Alors, je vois bien, car c'est un sacré danger à la fois. Alors, c'est un sacré danger peut-être à long terme, à court terme, pour eux, c'est un avantage. Ils ont des articles qui sont déjà référés avec une recommandation. Et donc, soit ils peuvent s'en satisfaire, voire compléter ce processus de review, et finalement, ça leur fait gagner du temps. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on nous dit, mais en fait, vous êtes contre les journaux commerciaux, mais finalement, vous leur servez des reviews toutes faites. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir un processus invasif. Et donc, peut-être pour l'instant, on est tout petit, donc on ne les dérange pas. Donc, ils ont plutôt l'impression de profiter de nous. Nous, on profite d'eux, puisque ça nous permet de monter en puissance PCI. Et donc, l'idée, c'est que si on devient suffisamment gros et que les PCI Friendly Journals se retirent, on a toujours Peer Community Journal qui, on espère d'ici là, aura suffisamment de renommée. Et donc, s'ils veulent se retirer, tant pis pour eux, mais ça ne sera pas préjudiciable pour nous. Mais donc, dans un premier temps, ils y voient leur intérêt par l'utilisation des revues qu'on fait et de pouvoir repérer facilement des bons papiers. Ok, merci, Denise. Une autre question? Une autre personne veut bien prendre la parole, s'exprimer? Merci Pascal, ouais, pour le centre Mersenne, c'est super et on travaille avec eux. Je ne sais pas si tu les connais, mais ils sont vraiment bien. Ok, merci Denise une fois de plus.
cette présentation et pour ce genre d'initiative. Super, merci à tous. Merci pour vos questions. Merci pour le retour d'expérience, Thierry. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on a un site de présentation générale, où il y a les sites des différentes PCI, et puis il y a un site de présentation de Peer Community In. Si vous tapez Peer Community In, vous allez tomber dessus. Il y a plein de détails. Donc, et puis, il y a tout. Si le journal PCI Friendly demande des APC, il n'y a pas d'accord pour réduction d'APC en cas d'acceptation par un PCI Friendly Journal. Donc, dans ces cas-là, les gens auront à payer des APC. Mais ils peuvent toujours négocier. Moi, j'ai appris que les auteurs peuvent toujours négocier des frais d'APC. Donc, peut-être que, voilà, en prenant appui sur le fait que l'article est recommandé par PCI, ils peuvent demander une réduction des frais d'APC. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si vous avez d'autres questions, moi, je peux rester là encore. Plein de temps. Oui. Ils peuvent aussi essayer de vous joindre inbox au cas où. Bien sûr. Des questions vont subvenir après le séminaire. Bonne fin. Merci Phil. À bientôt. Ok, merci beaucoup à toi. Bon appétit à tous. À bientôt. Bonne suite. Ok. Au revoir. Bon, du coup, la semaine prochaine, nous aurons un autre séminaire, un séminaire qui sera présenté par Alexandre Kilmovich, un chercheur de l'Université d'Allemagne. Et là, le séminaire se fera en hybride. Nous aurons une partie, nous serons dans la salle, l'amphithéâtre et une autre partie via Zoom, comment je peux dire, via Internet de l'autre côté. Mais cette fois-ci, si nous n'allons pas utiliser Zoom, nous allons utiliser Renavisio. Donc, j'invite tout le monde qui n'a pas encore comment je peux dire, cet opérateur de bien vouloir l'installer parce qu'avec Zoom, nous ne pouvons pas travailler dans l'amphithéâtre. Donc, la semaine prochaine, pour une première fois, on fera un séminaire. Première fois, au cours de cette année, nous ferons un séminaire en présentiel. Mais une autre partie pourra nous suivre via Renavisio. OK, merci à tous pour nous avoir suivis en début d'après-midi et bon appétit à tout le monde et à jeudi.